Bismillah. Le visage tendu, Estelle et Gaspard fuyaient, agrippés l'un à l'autre. Aidés par une chance insolente, ils avaient pu s'extraire du corps à corps qui tournait à la tuerie, échapper pour l'instant à la colère de la meute exaspérée. Là-bas, renonçant très vite aux armes à feu, les assaillants s'étaient rués sur Muller à main nue, l'injuriant, le frappant à terre, s'acharnant sur lui jusqu'après son silence. Nourris de peur, perdant tout contrôle, ils avaient été rendus fous furieux par quelques pannes ayant compromis le lancement de la fusée. C'est du moins ce que laissaient entendre leurs paroles et leurs cris sans suite. Gaspard en avait profité sans la moindre hésitation pour bondir vers la sortie, arrachant du même coup Estelle à la mêlée. Ainsi, il entrevoyait une possibilité de soustraire la jeune femme à l'explosion de haine sous l'aiguillant de Rugmar. Il n'y a qu'un moyen de sortir vainqueur d'un combat à coup sûr, c'est de l'éviter. À peine extirpé de la fumée, les narines encore remplies de cette odeur de poudre et de mort, le couple s'était engouffré dans le premier couloir venu pour enfiler une à une les galeries désertées. À toutes jambes, sans itinéraire précis, s'éloignant au hasard des hurlements que renvoyait la muraille tel un miroir sonore. Au bout de quelques minutes, Estelle et Gaspard s'arrêtèrent un court instant, cherchant sans réussite à faire le point, à s'orienter puis reprirent leur course. Optant d'instinct pour les tunnels les plus assombris, les plus reculés, ils ne rencontrèrent pas âme qui vive. Les poumons en feu, les tempes martelées de bruyantes pulsations, Estelle n'en pouvait plus. Finalement, ils se heurtèrent à une porte massive, tout au fond d'une galerie. Gaspard actionna sans attendre le lourd volant d'ouverture manuelle. Tous les circuits électriques étaient coupés et entraîna vivement sa compagne derrière cet abri précaire. Alors seulement, le battant refermé, ils s'abattirent à même le sol, et elle chercha tant bien que mal à recouvrer la maîtrise de sa respiration. Dans la pénombre, c'est à peine s'ils parvenaient à distinguer leurs mains. « Il ne faut pas moisir ici, » déclara Gaspard. « Où sommes-nous d'après toi? Tu as bien une idée ?» Estelle, la poitrine haletante, se souleva sur un coude et palpa le sol, la paroi tonnante, avant de se situer quelque peu. C'est l'entrée d'un puits de liaison. Il y en a des dizaines comme celui-là. En avançant par là, on devrait trouver le montre-charge. Les travailleurs et leurs outils s'entassent là-dedans. Pour monter à la surface, je devrais dire s'entasser. Bras tendus, Gaspard n'en attendit pas davantage pour s'aventurer dans le noir. Elle percevait ses pas hésitants qui raclaient le sol. Nous y sommes. Je sens ici les contours d'une porte coulissante, assez large, mais pas moyen de l'ouvrir. Comment faites-vous d'habitude? Ses yeux bientôt accoutumés à l'obscurité, elle commençait à remarquer certains détails, à apprécier plus ou moins les distances. Elle le rejoignit. Ses jambes perçaient une tonne. D'habitude, on ne fait rien, c'est automatique. Normalement, le système se met en marche tout seul quand on pénètre ici, mais là, il n'y a même plus d'éclairage de secours. Ça doit être bloqué de l'intérieur. Il faudrait des outils, une lampe. Peu importe la lumière. Je dois sortir d'ici. Tu viens avec moi. La sortie est en haut. Alors c'est simple. Il faut monter. Monter. Tu vois bien qu'on ne peut pas entrer dans l'ascenseur. Et même si on pouvait, comment le faire marcher? Et même s'il marchait, où sont les scaphandres? Sans eux, on ne survivrait pas une minute. Pour mourir, on est aussi bien ici. Attends-moi là, se borna-t-il à lui répondre. De nouveau, il fit face à la grande porte qui barrait le fond de leur abri, s'assurant avec méthode qu'elle ne pouvait ni s'écarter ni coulisser. Il glissa ses doigts tout du long et atteignit ainsi le rebord supérieur. N'ayant pas progressé d'un pouce, le porte métallique s'élargissait sur 3 bons mètres et d'après Estelle, la cabine, dont elle interdisait l'entrée, pouvait avoir une profondeur identique. Gaspard insista, tendant les bras, levant des yeux dilatés. Au-dessus de l'habitacle, un vaste rectangle béant, envahi par la nuit, s'ouvrait comme un appel. S'aidant des genoux, des mains, des coudes, l'homme eut vite fait de grimper sur le toit de l'ascenseur inutile, dans un effort brutal. Il opéra un rétablissement et reprit ses tâtonnements tout autour de lui. Sur sa tête, le vide. Estelle ne discernait plus ses mouvements. Elle les devinait. Entre-temps, elle semblait avoir en partie récupéré ses forces, avec un début de confiance. « Je ne vois pas très loin au-dessus de moi, » reconnut Gaspard. « Tu connais la hauteur de ces puits ?»« Ça dépend. Il y en a des dizaines. Ils partent presque tous d'un niveau différent. En plus, il faudrait voir la pente en surface à cet endroit-là. Disons 300 ou 400 mètres en moyenne. » Il sifflota comme à plaisir. « Jolie promenade. Eh bien, en route. »
Comme elle restait sans voix, il lui fit l'aumône d'une précision. J'ai trouvé des marches qui commencent à mi-hauteur, ou plutôt des échelons métalliques. C'est ce que j'espérais, une cage de monte-charge. Il faut bien qu'on l'entretienne de temps en temps. Elle retrouva la parole, non sans mal. C'est de la folie. Personne n'a jamais... Est-ce que tu as une idée de la durée d'une telle escalade? Raison de plus pour ne pas traîner davantage. Donne-moi la main. Depuis longtemps, le noir les enveloppait de son écrin étouffant. Les yeux inutiles, les autres sens gagnaient en acuité. Le toucher d'abord, l'échelon, la main, le pied. L'échelon, la main, le pied. Lui ensuite, sur ce chemin d'aveugle, chaque bruissement s'enflait d'un relief particulier. Véritable image auditive. Au bout de l'épuisement, Estelle écarquillait en vain les yeux vers un espoir de lueur. Là-haut, tandis que Gaspard, qui fermait la marche, se contentait d'assurer ses prises et d'économiser son souffle, sans jamais en manquer. Soudain, la jeune femme fut prise d'une forte quinte de toux. « J'ai la gorge en feu, se plaignit-elle, et les narines me piquent de plus en plus. » C'est bon signe, ça prouve que nous approchons de la surface. Entre deux éructations douloureuses, elle grogna. D'accord pour la montée, mais comment parler de bon signe à l'idée de mourir asphyxiée? Épargne ton souffle, essaie d'avancer régulièrement sans à-coups. Elle progressait telle une automate. Toute sa volonté était devenue obéissance, comme si l'étonnement l'avait quittée pour s'écrouler au fond du puits. Elle ne put toutefois s'empêcher de maugréer encore. « J'aimerais savoir ce que tu diras quand tu commenceras à cracher tes poumons. » Mais Gaspard ne se trouvait pas incommodé, aucun tiraillement dans la gorge, pas de picotement dans le nez. En un sens, il bénéficiait de dividendes personnels, être quelque chose de plus ou de moins qu'un homme. Avait parfois de bons côtés, se dit-il, pour l'oublier aussitôt. Beaucoup plus tard, suant, soufflant, vidé de tout sentiment, Estelle eut soudain une exclamation de surprise. Gaspard tendit le bras pour la retenir. « Terminé !» put-elle articuler finalement. Il ne comprit pas tout de suite. « Tiens bon, on va se reposer un peu. Non plus possible d'avancer un obstacle au-dessus de ma... On dirait... » Compris. Oui, j'ai vu moi aussi, comme un cercle de lumière, quelque chose de très pâle, une ligne courbe dans le noir. Sans doute, une espèce de couvercle. D'une façon ou d'une autre, il va bien falloir l'ouvrir. Elle n'arrêtait plus de gémir et de tousser à grand bruit, le visage ruisselant de larmes, à l'affût de la moindre goulée d'air. Il prit conscience de son courage et de sa faiblesse. Ne parle plus. Essaie de descendre un peu. Accroche-toi au barreau et ne bouge pas. Je vais passer au-dessus de toi. Je trouverai bien un système d'ouverture, une poignée à tourner, une manette, quelque chose à dévisser, n'importe quoi. Ne t'en fais pas. On ne va pas rester ici. À l'aide d'un mouchoir, il parvint à nouer les poignets d'Estelle à un échelon puis la dépassa à la seule force de ses bras, les jambes balançant dangereusement dans le vide. Depuis longtemps déjà, aucune rumeur ne leur parvenait plus de la cité souterraine. En revanche, la fureur d'un vent mugissant, entrecoupé de violents collisions, de lointains craquements, commençait à percer la muraille et à s'imposer à leur esprit. Les parasites se précisèrent, escortant leur bref échange et leur haleine brûlante. Aussi loin qu'il en fut capable, Gaspard promena sa main sur la lèvre circulaire de l'obstacle. J'appuie sur une jointure tout du long, un gros bourrelet caoutchoueux. Au-delà, on dirait que c'est voûté comme une coupole. Il réussit à arracher un fragment de pierre qui formait une petite aspérité dans la muraille et la jeta avec force contre la paroi qui lui faisait face. On entendit un claquement sec, suivi d'un bruit de chute qui alla en s'espaçant, puis mourut dans les profondeurs. Toujours pareil, 3 ou 4 mètres tout au plus, amplement suffisant pour que ce fichu d'homme pèse au moins une tonne. Seulement, graillonna la jeune femme. Elle dut s'interrompre pour cracher et éternuer violemment. Malgré tout, son naturel reprit le dessus et il l'entendit insister, d'une voix méconnaissable. « Et maintenant, on attend. On attend quoi? Je préfère... » Un vacarme épouvantable emporta la suite de sa phrase. Le couvercle hermétique, massif, écrasant, impossible à soulever, venait de voler un éclat, d'exploser, frappé de plein fouet par quelques rocs échappés à l'enfer, sans transition. La clarté féroce, après des heures et des heures d'encre lugubre, leur mordit les yeux en un cruel assaut, en même temps qu'une haleine vociférante les plaquait brutalement contre la paroi du puits. « J'arrive !» hurla Gaspard. Il harponna sa compagne par le col de la chemise et tirant à lui cette charge inerte, lourde, si lourde dans l'abandon, s'extirpa du boyau dans un effort monstrueux. Centimètre par centimètre, les pierres, comme des flèches au hasard décochées par une armée de fous, sifflaient dans l'air, s'entrechoquaient, fouettaient le sol, s'y brisant avec fracas.
dans une atmosphère incroyablement chaude et dense. La poussière ocre tendait son voile et poursuivait de ses remous la danse minérale. Il s'obstina, ignorant le doute, parvint enfin à maintenir plus d'une seconde les yeux entr'ouverts sur un univers tonitruant, couleur de rouille, où la roche seule, enlevée, traînée, ballottée, dispersée par la tempête, semblait vivante. Toujours noué à son précieux fardeau, il rampa sur l'étroite bordure du talus, où plus rien n'avait de forme constante, où chaque repère se brouillait à peine reconnu. Et puis sa volonté fut happée comme le reste, dans un corps à corps enragé. L'homme et la femme roulèrent sur le sol, informes boulettes de papier, livrées au sursaut désordonné de la bourrasque. Avec une tendresse, un moment reconquise, elle lui essuyait le visage au moyen d'un lambeau de tissu, arraché à sa propre manche. Un instant, éloigné dans son abandon, on eût dit qu'Estelle se rapprochait de lui. Bientôt il eut la satisfaction de voir son évanouissement se muer en simple sommeil. Alors seulement, il la serra contre lui et posa les lèvres sur son crâne dégarni, rappelant à lui un peu de faiblesse humaine sous la contrainte de Rugmore. Autour d'eux, de leur île, l'ouragan n'en finissait pas de déverser son écume, creusant, plissant et griffant sans relâche un océan de rocailles en délire. L'ombre démesurée de la planète aplatissait le ciel alors que des fragments de terre déracinés hésitaient encore à s'élancer dans l'espace avant-garde du chaos. Au bout d'une éternité, Estelle souleva les paupières et découvrit la fin du monde. Ses premiers élans trahirent plus la surprise que l'inquiétude. Ébauche de gestes, expression avortée. « Tu es vivant, je suis vivante. » Elle s'assit, palpa ses membres, fit jouer ses muscles, pas une égratignure. Pourquoi ? Retenant des secondes, il affermit sur elle la pression de ses bras. Nous le saurons bientôt. L'homme est devenu une légende, mais pour qui ? Nous voilà seuls. Peut-être que nous sommes seuls, répéta-t-il. À cet instant, un vrombissement inattendu traversa la tempête. Un éclair argenté jaillit à l'horizon, se perdant à la seconde dans les vagues de matière en furie. Estelle scrutait l'ouragan en vain. La fusée, interrogea-t-elle incrédule. Gaspard ne savait quoi répondre. Il ignorait jusqu'où pouvait aller la fantaisie de Rugmore, et il ne croyait pas à quelque miséricorde destinée à apaiser Estelle, pour entretenir l'espoir par l'illusion. Pour quelle raison ? Déjà, elle doutait de ses sens. Comment aurait-il fait ? Elle retint au bord des lèvres de nouvelles plaintes. Tout son passé ressurgissait pour l'empêcher de se plier à la fatalité, de se laisser couler dans le lit du destin. Ils étaient des milliers là-dessous. Des milliers, je ne pourrais jamais croire que, à ce moment seulement, son regard balaya la surface, se frayant une voie à travers les mugissements de l'orage et le son de la pierre. Les dômes, les tours d'aération, tout a disparu, tout s'est volatilisé, tout. Il ne put que hausser les épaules. Longtemps, il avait attendu le choc, mais il devait se rendre à l'évidence. Aucune épouvante ne montait en lui. C'était l'heure, dit-il, sans cérémonie, le grand nettoyage par le vide. Elle se leva et le repoussa soudain. Pas tout à fait. On a dû nous oublier quelque part au moment de la lessive. Oublier ? Oh non, regarde autour de toi. Alors que les éléments déchaînés fouettaient le ciel et la terre, se frappaient en vol et explosaient de tous côtés, que le sol un peu partout se soulevait, se crevait d'abîmes, crachant aussitôt leur rage en nouveau assaut, alors que pas un animal, pas un être humain n'aurait pu survivre une seconde dans ces remous. Cet arrachement, ce retournement de la surface, elle vit qu'autour d'eux, pas un pouce de terrain ne tremblait. Dans leur jardin, nulle pierre, alors seulement elle prit conscience de son état physique. Je ne tousse plus, je respire sans peine. Elle écoutait son corps quelques instants. Je n'ai jamais respiré aussi bien, même la sinusite a disparu. J'étais pratiquement né avec elle. C'est cette bulle ou quoi ? Cette espèce de cocon qui nous environne ? Qu'est-ce qui nous arrive ? On dirait que nous montons ou que la terre descend tout autour de nous. En effet, leur enclave, miraculeusement préservée, semblait peu à peu s'élever, se détacher de la croûte vibrante, tel un doigt pointant à travers la vase. « Tu vois, reprit Gaspard en désignant l'orage qui s'éloignait de plus en plus, on ne nous a pas oubliés. C'est toi qui m'as traîné ici. Est-ce que tu sais pourquoi ? Tu ne veux pas répondre ?» Il lui caressa la joue. Elle ne s'avoua pas vaincue et revint à la charge, pas un autre billet. « Je crois que la fusée est partie, s'écria-t-elle. Je crois que des tas d'hommes et de femmes se sont sauvés. Ils ont roulé cette saleté de planète. Ils vivront ailleurs. Voilà ce que je crois. » Il ne répondit toujours pas. Qu'aurait-il pu lui dire ? Les rochers continuaient à tournoyer au large. Quant à eux, l'homme et la femme, allaient-ils se contenter de bavarder comme à la terrasse d'un café en 1978 ?
alors que leur ascension se poursuivait. Elle finit par se serrer contre lui, promenant sur le bouillonnement lointain un regard résigné. Dans sa mémoire se dessina la paix du soir, quand le vent est tombé. Mais la pluie n'avait pas cessé, les volets n'avaient pas été refermés, les troupeaux n'étaient pas rentrés. Ils ne rentraient plus jamais, Estelle se replia dans leur écrin d'accalmie. Gaspard tendit l'oreille, l'homme instrument se sentait prêt, la voix intérieure avait retenti. Sur ses traits, l'abandon momentané céda la place à une froide détermination. Il se redressa, tournant les pages blanches de son esprit. La terre s'enfuyait. La planète s'élargissait. On ne voyait plus qu'elle, avec un reste de douceur. Il attendit qu'Estelle fermât les yeux pour sombrer en elle-même. Il la souleva sans effort apparent. La valse affolée des pierres en contrebas parut se modérer tout à coup, et le fracas retomba, tandis que jaillissait une vision colorée de saphir triomphal. Alors, portant devant lui sa jeune fiancée, Gaspard se dirigea vers l'œil entrouvert de Rugmore, parvint au bord extrême du promontoire, édifié pour eux seuls, oscilla un instant et s'élança dans le vide.